L'audience est ouverte. Monsieur le greffier, voulez-vous annoncer l'affaire inscrite au rôle et faire entrer l'accusé? Monsieur le Président, il s'agit du dossier IT 96-22, le procureur de ce tribunal contre Dražen Erdemović. Est-ce que les cabines d'interprétation sont prêtes pendant que les photographes terminent? Et est-ce que tout le monde m'entend? Maître Babić, vous m'entendez? Et le procureur m'entend? Monsieur Dražen Erdemović, m'entendez-vous? Vous m'entendez? Da. Merci. Je voudrais que soient identifiés les représentants du bureau du procureur. I am Erik Östberg. I appear today with my fellow senior trial attorney, Mr. Mark Harmon. Merci. Qui représente l'accusé? Maître Babić. Ja sam Jovan Babić, advokat iz Jugoslavije. Merci. Pour déterminer la sentence appropriée à l'égard de Dražen Erdemović, la Chambre a fondé sa décision sur une argumentation de droit et une argumentation de fait qu'elle se propose de résumer dans ces grandes lignes, étant rappelé que la décision, dans son intégralité, sera à la disposition du public dans la version faisant foi, version française, dès la fin de la présente audience. Le dispositif de la décision elle-même, dispositif qui porte prononcé de la sentence, sera lu à la fin du présent résumé, l'accusé étant présent, conformément aux dispositions de l'article 101D du règlement. La décision adoptée par les juges s'articule de la manière suivante. Après un rappel historique de la procédure et avant toute argumentation, la Chambre a estimé nécessaire au présent cas, dans la présente affaire, d'examiner la validité du plaidoyer de culpabilité de l'accusé. Elle a ensuite défini le cadre juridique de sa compétence en identifiant le droit et les principes qu'elle juge applicables en matière de crimes contre l'humanité. Elle a enfin analysé les faits reprochés à l'accusé, notamment sous l'angle des circonstances atténuantes invoquées par lui au soutien de sa défense. Compte tenu des circonstances qui ont entouré le plaidoyer de culpabilité de Dražen Erdemović, la Chambre a estimé qu'il était de sa compétence, avant toute discussion au fond, d'examiner la validité de ce plaidoyer. Elle s'est d'abord assurée que dès sa comparution initiale, Dražen Erdemović avait plaidé coupable volontairement et en pleine connaissance de la nature de l'accusation et de ses conséquences. La Chambre s'est appuyée notamment sur les rapports des expertises mentales qu'elle avait elle-même ordonnées. Mais l'accusé a invoqué, pour expliquer sa conduite, la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'obéir à son supérieur militaire et la contrainte physique et morale née des menaces exercées sur sa propre vie et celle de sa femme et de son enfant. La Chambre a légitimement pu se poser la question de savoir si les éléments invoqués, susceptibles en soi d'atténuer la peine, peuvent également, et selon la force probante qui leur est conférée, être considérés comme des faits justificatifs de la conduite criminelle et par là même affectés jusqu'à l'existence du crime lui-même. À cet égard, la Chambre rappelle d'abord que le choix de plaider coupable participe chez un accusé d'une ligne de défense qui lui est formellement reconnue dans la procédure en vigueur au tribunal.
cette stratégie a été pleinement et consciemment assumée par la défense. S'agissant de l'ordre du supérieur, seule hypothèse prévue au statut, elle n'exonère pas l'accusé de sa responsabilité pénale. Tout au plus, peut-elle justifier une diminution de la peine si le tribunal l'estime conforme à la justice. Mais s'agissant de la contrainte physique et morale accompagnant l'ordre du supérieur, et en l'absence de toute référence statutaire, la Chambre a examiné comment le tribunal militaire international de Nuremberg et les tribunaux militaires internationaux de l'après-guerre avaient fait le départ entre la contrainte exonératoire et justificative du crime et la contrainte considérée comme motif de diminution de la peine. Or, il s'avère que si la justification tirée de la contrainte morale et de l'état de nécessité, qui sont nés de l'ordre supérieur, n'est pas exclue absolument, ces conditions d'application sont particulièrement strictes. Les faits invoqués, à les supposer prouvés, doivent être analysés au regard de critères très rigoureux et appréciés in concreto, faisant intervenir notamment l'absence de choix moral de l'accusé mis en situation de n'avoir pas pu résister. Dès lors, dans son pouvoir souverain d'appréciation, la Chambre a entendu se placer au niveau le plus exigeant, dès lors que le champ de compétence de ce tribunal est le jugement des infractions les plus graves du droit international humanitaire. Or, les éléments tirés des faits de l'espèce et des débats à l'audience n'ont pas permis au juge de considérer que la preuve avait été rapportée pour l'exonération totale de la responsabilité de l'accusé. Les éléments invoqués par sa défense seront, dès lors, pris en considération, comme nous le verrons plus loin, à titre de circonstances atténuantes, si les faits sont prouvés, et c'est sur ces bases que la Chambre a donc, en conclusion, confirmé la validité du plaidoyer de culpabilité de Dražen Erdemović. Comme je l'ai annoncé, la Chambre va à présent définir le cadre juridique, c'est-à-dire le droit et les principes applicables. Si elle a estimé le faire, c'est parce que la sentence rendue dans la présente affaire est la première émanant du tribunal pénal international et relative à un crime contre l'humanité. La Chambre a été dès lors confrontée à des questions d'ordre juridique qu'elle a été dans la nécessité de résoudre préalablement à l'examen proprement dit de la gravité des faits et de la situation de l'accusé. Ces questions sont dans l'ordre logique où elles ont été traitées. Premièrement, l'échelle des peines applicables lorsque l'accusé est jugé coupable d'un crime contre l'humanité. Deuxièmement, les principes gouvernant la détermination de la peine. Troisièmement, l'exécution de la peine. Tout d'abord, l'échelle des peines applicables lorsque l'accusé est jugé d'un crime contre l'humanité. Au terme du statut et du règlement, le tribunal impose à un accusé qui plaide ou est jugé coupable exclusivement des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Or, hormis la référence à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie et qui sera discutée plus loin, aucune indication n'est particulièrement spécifiée dans les textes sur la durée de la peine d'emprisonnement encourue pour crime contre l'humanité. Aussi bien, la Chambre a-t-elle identifié les caractéristiques propres à ce crime et aux peines qui y ont été attachées par le droit international ainsi que par les droits nationaux. Comme cela a été dit à Nuremberg, et comme cela a été rappelé par le Conseil de sécurité dans sa résolution créant le tribunal pénal international, les crimes contre l'humanité désignent des actes inhumains d'une extrême gravité. Je cite. Ces crimes lèsent l'être humain dans ce qui lui est de plus essentiel.
il transcende l'individu, puisque en attaquant l'homme est niée l'humanité elle-même. Or, que ce soit à Nuremberg, où les peines les plus graves, allant jusqu'à la peine de mort, ont été prononcées et appliquées, ou qu'il s'agisse des États qui ont introduit le crime contre l'humanité dans leurs législations internes, ou enfin qu'il s'agisse de la législation pertinente de l'ex-Yougoslavie, les peines les plus lourdes sont prévues pour le crime contre l'humanité. Il s'agit là, en quelque sorte, de l'expression d'un principe général de droit reconnu par l'ensemble des nations. Quant au recours à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie et prévues au statut, la Chambre constate que le crime contre l'humanité n'entre pas strictement dans les prévisions du Code yougoslave de référence, lequel prévoit, je cite, le génocide et les crimes de guerre contre la population civile. La jurisprudence des tribunaux de l'ex-Yougoslavie est de surcroît peu significative, notamment en raison du nombre restreint de décisions. Aussi bien la Chambre est-elle d'avis que la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie est dépourvue pour elle, pour la Chambre, de valeur contraignante. Les juges considèrent même que faire de cette grille l'unique référence, l'unique, pour la détermination de l'échelle des peines, en raison d'un principe parfois invoqué, nullum crimen, nulla pena sine lege, reviendrait à méconnaître le caractère criminel universellement attaché au crime contre l'humanité, ce crime faisant partie depuis déjà longtemps de l'ordre juridique international, ainsi que les peines les plus sévères qui y sont attachées. En conséquence, les juges se sont simplement inspirés de cette grille. Deuxièmement, les principes gouvernant la détermination de la peine. La Chambre a identifié successivement les facteurs d'individualisation judiciaire de la peine et ensuite les finalités et fonctions de la peine en matière de crimes contre l'humanité. Les facteurs d'individualisation judiciaire de la peine. Il s'agit essentiellement, au terme des textes applicables, de la gravité de l'infraction, de la situation personnelle du condamné et de l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes, y compris le sérieux et l'étendue de la coopération que l'accusé a apportée au procureur. La Chambre a d'abord écarté l'existence d'éventuelles circonstances aggravantes. Outre que le règlement ne les définit pas, la position de la Chambre est que les circonstances propres à caractériser la gravité du crime peuvent seulement faire échec à la mitigation résultant d'éventuelles circonstances atténuantes. La situation est tout autre pour ce qui est des circonstances atténuantes. Le statut et le règlement prévoient de manière non limitative des situations qui, si elles étaient prouvées, sont de nature à réduire le degré de culpabilité de l'accusé et à justifier une diminution de la peine. À cet égard, la Chambre retient, entre autres, le remords ou le repentir. Comme cela a été rappelé plus haut, au moment où nous avons examiné la validité du plaidoyer de culpabilité, seule l'atténuation de la peine en raison de l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique est expressément consacrée par le statut qui reprend sur ce point le statut de Nuremberg. Le fait qu'un accusé ait agi en exécution d'un ordre du supérieur hiérarchique fut fréquemment soulevé devant les tribunaux militaires internationaux et nationaux à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Le tribunal de Nuremberg tint pour acquise la recevabilité de l'ordre supérieur pour diminuer la peine, en soulignant néanmoins, je cite, « L'ordre reçu d'un soldat de tuer ou de torturer en violation du droit international de la guerre n'a jamais été regardé comme justifiant ces actes de violence. Il ne peut s'en prévaloir que pour obtenir une réduction de la peine. » Et le tribunal précise, je cite à nouveau, «
le vrai critérium de la responsabilité pénale n'est nullement en rapport avec l'ordre reçu, il réside dans la liberté morale et dans la faculté de choisir chez l'auteur de l'acte reproché. Néanmoins, la Chambre est d'opinion que le rejet de l'ordre du supérieur retenu par le tribunal de Nuremberg s'expliquait par la position d'autorité élevée des accusés et que par conséquent, la valeur de précédent du jugement à cet égard se trouve réduite dans le cas d'accusés d'un rang subalterne. Le secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport, a rapproché l'ordre du supérieur de la question connexe de la contrainte, estimant, je cite le secrétaire général dans son rapport, que l'ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur pouvait être examiné en même temps que d'autres excuses, telles que la coercition ou l'absence de choix moral. Fin de citation. La Chambre s'en tiendra à cette position à la condition que les éléments qui sont de nature à caractériser l'état de nécessité ou la contrainte invoquée par l'accusé soient prouvés par lui et selon des critères de valeur probatoire qui seront définis plus loin. Enfin, compte tenu de la situation tout à fait singulière du tribunal, qui ne possède pas d'institution pénitentiaire propre, la Chambre relève l'inévitable isolement dans lequel seront placées les personnes condamnées exécutant ces peines dans des établissements souvent éloignés de leur lieu d'origine. Toujours dans les principes gouvernant la détermination de la peine, nous allons examiner, avec mes deux collègues, les finalités et les fonctions de la peine. Compte tenu du caractère unique et sans réel précédent de ce tribunal pénal international, la Chambre s'est interrogée sur les finalités et fonctions de la peine pour crimes contre l'humanité, et spécialement la peine d'emprisonnement. Là encore, ni le statut, ni le rapport du secrétaire général, ni le règlement ne déclinent expressément les buts recherchés par l'imposition de cette peine d'emprisonnement. Aussi convient-il de les identifier, et cette identification se fera d'abord en se référant à l'objet et au but même de l'existence de ce présent tribunal. La Chambre examinera ensuite les finalités et fonctions de la peine pour crimes contre l'humanité au regard des précédents en droit pénal international ainsi que des systèmes pénaux nationaux, y compris celui de l'ex-Yougoslavie. À travers les textes fondateurs du tribunal pénal international, les objectifs envisagés par le Conseil de sécurité, à savoir la dissuasion, la réprobation, la rétribution ou le juste dû, ainsi que la réconciliation collective, s'insèrent dans l'objectif plus large du Conseil de sécurité de maintenir la paix et la sécurité en ex-Yougoslavie. Les seuls précédents en droit pénal international, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, n'indiquent pas expressément les finalités recherchées par l'imposition des peines pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, mais l'examen des déclarations des signataires de l'accord de Londres, qui a créé le tribunal, révèle que les peines semblaient viser la dissuasion générale et la rétribution. Pour les systèmes pénaux nationaux, les finalités et fonctions sont souvent difficiles à identifier avec précision. Il s'agit de finalités multiples, auxquelles il est renvoyé à la décision. Et ces finalités multiples se retrouvent d'ailleurs en large partie codifiées, sous d'autres formes, dans le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie. Néanmoins, la Chambre fait observer que la compétence du tribunal pénal international est foncièrement différente de celle d'un tribunal national qui, lui, est appelé à sanctionner tout type d'infraction et généralement des crimes de droit commun. Aussi, à la lumière de l'examen de ce qui précède, la Chambre retient l'importance, signalée plus haut, des concepts de dissuasion et de rétribution à travers une peine. Mais elle estime qu'il faut insister, surtout,
sur la réprobation comme finalité appropriée de la peine pour crime contre l'humanité et la stigmatisation du comportement criminel qui la sous-tend. Nous allons examiner, après les principes gouvernant la détermination de la peine, nous allons examiner l'exécution de la peine. L'une des difficultés majeures auxquelles est confronté le tribunal pénal international est celle relative au lieu et au régime de l'exécution de la peine. Au vu des textes, la Chambre constate que le mécanisme en vue de l'exécution de la peine est fondé sur la désignation d'un État et le contrôle par le tribunal des conditions de réclusion s'exerçant sur le territoire de cet État. La Chambre est d'avis dans ces conditions qu'il appartient au greffier, après consultation du président du tribunal et avec l'approbation du président de la Chambre qui a rendu la sentence, de désigner l'État où la peine d'emprisonnement sera subie. Néanmoins, la Chambre a entendu prendre en considération la question du lieu et des conditions d'exécution de la peine, d'abord par souci du principe de légalité d'une part, ensuite par souci d'une bonne administration de la justice, et enfin par souci de l'égalité de traitement des condamnés entre eux. Tout accusé doit en effet connaître les conséquences éventuelles d'une condamnation pour un crime international. Une certaine uniformité doit être préservée dans l'exécution des sentences, quel que soit l'État dans lequel le condamné purgera sa peine. Et enfin, la Chambre croit devoir formuler un certain nombre d'orientations propres à assurer l'exécution des décisions de justice dans un cadre international. À cet égard, la Chambre considère que, compte tenu du principe de l'égalité devant la loi, il ne peut y avoir de disparité substantielle d'un État à l'autre dans l'exécution des peines. Elle recommande donc un certain degré d'uniformité et de cohérence dans l'exécution des sentences pénales internationales. Deux éléments lui paraissent à cet égard essentiels au regard du caractère international des peines prononcées par le présent tribunal. D'une part, le respect de la durée de la peine, d'autre part, le respect des règles internationales relatives au traitement des prisonniers. Sur la durée de la peine, la Chambre estime qu'aucune mesure ne saurait être prise par un État qui pourrait avoir pour effet de mettre un terme à la peine ou de la dénaturer par voie de réduction. Sur le traitement des prisonniers, le tribunal peut exercer, en vertu du statut et du règlement, un droit de regard sur la manière dont ces condamnés sont traités. La Chambre considère que la sanction imposée et son exécution doivent toujours se conformer aux principes d'humanité et de dignité qui inspirent les normes internationales en matière de protection des droits des condamnés. La Chambre ayant précisé ainsi le cadre juridique qui est le sien, va à présent analyser les faits criminels qui lui sont soumis dans l'acte d'accusation établi à l'encontre de l'accusé Dražen Erdemović, ainsi que les circonstances ayant conduit à leur commission, afin d'arrêter la sentence la plus appropriée. Nous abordons donc la partie de la décision concernant l'espèce elle-même. La Chambre expose d'abord les faits pertinents de l'affaire avant de procéder à la discussion de leur caractère probant, notamment sous l'angle des circonstances atténuantes qui ont été invoquées par l'accusé. Premièrement, les faits pertinents. La Chambre rappelle que les faits reprochés à Dražen Erdemović s'inscrivent dans le cadre et le contexte des événements qui ont suivi la chute de l'enclave de Srebrenica. Ces événements ont été attestés publiquement au cours des audiences tenues en application de l'article 61 du règlement,
dans les affaires suivies par le procureur contre Radovan Karadzic et Ratko Mladic. Les faits qui en découlent de ces événements constituent des crimes contre l'humanité à l'égard de ces deux inculpés et ont été corroborés par de nombreux témoignages, y compris celui de l'accusé. Ils l'ont été à nouveau par Dražen Erdemović au cours de son plaidoyer de culpabilité. Ils sont rappelés dans la présente décision. D'après la déposition à l'audience de l'enquêteur du bureau du procureur, les sites où se sont déroulés les massacres imputés à Dražen Erdemović ont été identifiés, corroborant ainsi les propres déclarations de l'accusé. Il s'agit tout d'abord de la ferme de Branjevo, à Pilića, où environ 1200 musulmans ont été exécutés par les soldats de l'unité à laquelle appartenait Dražen Erdemović, ce dernier ayant reconnu sa participation. Il s'agit ensuite du bâtiment public de Pilića, où d'après la déposition de l'accusé à l'audience, environ 500 musulmans ont été exécutés par des membres de la 10e unité de sabotage. Sur les faits imputés à Dražen Erdemović lui-même, la Chambre s'attache à les rappeler tels qu'ils ont été exposés dans l'acte d'accusation et formellement reconnus par l'accusé lors de son plaidoyer de culpabilité, puis précisés à l'audience. Ils ne seront pas repris dans le présent résumé. La Chambre s'est attachée, par contre, à les discuter, notamment sous l'angle de la gravité du crime commis et des circonstances atténuantes invoquées par l'accusé. Dans le cadre de la procédure sententielle, cette discussion autour des circonstances atténuantes sera le soutien essentiel de la motivation de la sentence. Deuxièmement, examen de la gravité des faits et des circonstances atténuantes. La Chambre estime caractériser l'extrême gravité du crime. La participation au meurtre de 1200 civils non armés sur une période de 5 heures, le 16 juillet 1995. Selon ces nombreuses affirmations, Dražen Erdemović est responsable du meurtre de 10 à 100 personnes. S'agissant des circonstances atténuantes, la Chambre en a distingué deux catégories. D'une part, celles, les circonstances atténuantes, qui sont contemporaines à l'accomplissement du fait criminel, à savoir l'état d'incapacité mentale de l'accusé, l'extrême nécessité dans laquelle il se serait trouvé au moment de commettre ces actes, ainsi que son niveau subalterne dans la hiérarchie militaire. D'autre part, deuxième série de circonstances atténuantes, ce sont celles qui tiennent à l'attitude de l'accusé après la commission des faits, à savoir le repentir manifesté, la volonté de se livrer au tribunal pénal international et la coopération avec le bureau du procureur. Enfin, la Chambre a discuté certains éléments de la personnalité de Dražen Erdemović à la lumière de son témoignage, des dépositions à l'audience des témoins X et Y, ainsi que de la plaidoirie de son défenseur. Tout d'abord, les circonstances atténuantes contemporaines à l'accomplissement du fait criminel, et la première d'entre elles, l'état mental de l'accusé. La Chambre n'a pas retenu l'argumentation de la défense relative à l'état mental de l'accusé au moment des faits. Rien dans le dossier ou dans les expertises ne permet de tirer des conclusions quant à l'état psychologique de l'accusé au moment du crime. S'agissant maintenant, toujours des circonstances atténuantes contemporaines du fait criminel, l'extrême nécessité dans laquelle se serait trouvé Dražen Erdemović, extrême nécessité née de la menace en forme de contrainte tenant et générée par l'ordre de son supérieur. Pour en apprécier la valeur probante, la Chambre a identifié un certain nombre de questions. L'accusé pouvait-il éviter la situation dans laquelle il se trouvait? L'accusé a-t-il été confronté à un ordre insurmontable auquel il n'avait aucun moyen de se soustraire?
L'accusé ou un des membres proches de sa famille ont-ils été mis en danger de mort immédiat ou à court terme? L'accusé n'avait-il aucune liberté morale de s'opposer aux ordres reçus? L'aurait-il eu? A-t-il tenté de s'opposer à ces ordres? La Chambre a d'abord noté qu'une certaine vraisemblance pouvait être attachée au récit d'ensemble de l'accusé. Elle est consciente également du climat général qui régnait à Srebrenica au moment de la chute de l'enclave et des événements qui ont suivi. Toutefois, sur les faits qui impliquent personnellement l'accusé et pourraient fonder l'octroi de circonstances atténuantes, la défense n'a produit aucun témoignage, expertise ou autre élément pouvant corroborer les dires de Dražen Erdemović. Dès lors, les juges ont estimé ne pas être en mesure d'accueillir le moyen fondé sur l'extrême nécessité. Toujours dans les circonstances contemporaines du fait criminel, le troisième circonstance, le niveau subalterne dans la hiérarchie militaire. Selon ses dires, Dražen Erdemović était sergent et a exercé à ce titre le commandement d'une petite unité. Il aurait perdu son grade avant de commettre les faits qui lui sont imputés. Mais aucun document n'établit son rang dans la hiérarchie militaire avec exactitude. L'acte d'accusation sur lequel l'accusé a plaidé coupable le décrit comme soldat de la 10e unité de sabotage au moment des faits criminels. La Chambre, néanmoins, considère que Dražen Erdemović, décrit par le procureur comme un membre de rang inférieur de l'armée serbe de Bosnie, n'occupait pas de position d'autorité au moment des faits. Nous allons examiner maintenant les circonstances atténuantes tenant à l'attitude de l'accusé après la commission des faits. Le premier élément de ces circonstances tient au remords et à la volonté de se livrer. Le sentiment de remords de la part de Dražen Erdemović pour les faits qu'il a commis s'analyse à travers ses déclarations d'une part, son comportement d'autre part, ainsi que les observations des experts médicaux désignés par les juges eux-mêmes. La Chambre note que de manière constante, l'accusé a exprimé sans équivoque et de manière spontanée sa responsabilité dans le massacre de la ferme de Branjevo, ainsi que ses regrets. Le désir de soulager sa conscience s'est traduit, dans son comportement, par sa volonté de se livrer au tribunal pour répondre de ses actes et, dans une certaine mesure, par son plaidoyer de culpabilité. Les experts médicaux ont pu noter et constater l'état dépressif dans lequel il se trouvait à son arrivée à La Haye, accompagné de ce sentiment de culpabilité. La Chambre retient le remords exprimé par l'accusé en vue de la détermination de la peine. S'agissant de la coopération avec le bureau du procureur, le procureur a mentionné à plusieurs reprises la coopération de l'accusé qu'il a qualifiée de substantielle, pleine et totale et obtenue sans condition. Ainsi, le procureur a révélé que sans les déclarations de l'accusé, il n'aurait pu avoir connaissance de 4 événements, dont, justement, les massacres de la ferme de Branjevo et ceux du bâtiment public de Pidica. D'autres informations fournies par Dražen Erdemović ont permis au procureur de mieux connaître la zone géographique où ont eu lieu les massacres, les moyens logistiques mis en œuvre, les noms et l'identité de nombre de responsables de ces faits. L'accusé a, de surplus, apporté un témoignage essentiel dans les audiences suivies contre Radovan Karadzic et Ratko Mladic. La Chambre est de l'avis que la coopération de l'accusé avec le bureau du procureur doit jouer d'une manière significative dans l'atténuation de la peine. Enfin, comme je l'avais annoncé, la Chambre a examiné un certain nombre d'éléments de la personnalité de l'accusé. La Chambre a entendu l'accusé sur son enfance,
l'éducation qu'il a reçue, sa formation professionnelle, ainsi que sur sa situation familiale actuelle. Elle a recueilli les déclarations des témoins de la défense X et Y et pris connaissance des conclusions des experts médicaux. De l'ensemble de ces considérations, la Chambre est d'avis de privilégier le relatif jeune âge de l'accusé au moment des faits, sa situation familiale actuelle, son absence de dangerosité, le geste de secours à l'endroit du témoin X et un ensemble de traits caractérisant une personnalité amendable. Au terme de l'analyse des éléments portés à sa connaissance, la Chambre a fondé sa conviction qu'en regard de la gravité intrinsèque de son crime, il convenait de faire bénéficier Dražen Erdemović de circonstances atténuantes fondées sur, d'une part, l'âge de l'accusé au moment des faits et son niveau subalterne dans les hiérarchies militaires au moment de ces faits. D'autre part, le remords qu'il a manifesté, la volonté de se livrer et la coopération qu'il a apportée au bureau du procureur. Enfin, son absence de dangerosité actuelle et le caractère amendable de sa personnalité. La Chambre de première instance 1, et par ses motifs, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, vu les articles 23, 24 et 27 du statut, les articles 100, 101 et 103 du règlement, vu l'acte d'accusation confirmé le 29 mai 1996, vu le plaidoyer de culpabilité de Dražen Erdemović en date du 31 mai 1996 du chef de crime contre l'humanité prévu à l'article 5 petit a du statut, vu les mémoires des parties, entendu le procureur en ses réquisitions et la défense en sa plaidoirie, en répression de ce crime, condamne Dražen Erdemović, né le 25 septembre 1971 à Tuzla, à la peine de 10 ans d'emprisonnement. Dit que de la durée totale de cette peine sont déduites les périodes pendant lesquelles le condamné a été gardé à vue et détenu provisoirement en attendant d'être remis au tribunal et d'y être jugé par la présente Chambre, soit une période qui court depuis le 3 mars 1996 jusqu'à ce jour. Dit que le greffier, après consultation du président du tribunal et avec l'approbation du président de la présente Chambre, désignera l'État où la peine sera subie. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire, décision faite en français et en anglais, la version française faisant foi, faite ce jour 29 novembre et rendue ce jour 29 novembre 1996 à La Haye, aux Pays-Bas. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.